De l'épine à la rose, chapitre 3, mes souvenirs. Je me souviens de cette maison atypique, entourée de son jardin extraordinaire, avec son grand verger et son immense potager. Le cochon, lui, était dans sa porcherie près de la buanderie. Il y avait aussi des clapiers à lapins et un vieux poulailler en bois rempli de poules passant leur journée à caqueter et à réclamer à manger. Plus loin, dans un petit pré, ma mère possédait une vache. Cette vache ne servait pas seulement à lui donner du lait, mais lui rappelait surtout son enfance à Savigny. Au rez-de-chaussée de la maison, sur la droite, on entrait dans la salle à manger, qui faisait aussi office de chambre, tant parfois nous étions nombreux à y faire la sieste. À gauche, c'était l'univers préféré de ma mère, sa grande cuisine où elle passait beaucoup de son temps pour les conserves, son temps pour la couture, son temps pour la préparation des repas, qui régalait toute sa marmaille. Derrière les cuisines, par un petit couloir, on accédait à une cave sombre. Cette arrière-pièce, en terre battue, n'avait aucune fenêtre. Si partout ailleurs j'avais peur du noir, ici j'adorais l'atmosphère chargée de tout un passé et d'un tas de ravitaillements avec lesquels on aurait pu tenir un long siège. Entre la cuisine et la salle à manger salon, un escalier central menait à l'étage. 2 chambres donnaient de part et d'autre du palier. Lorsque je montais dans l'une d'elles, je prenais toujours un temps d'arrêt sur la dernière marche. Accroché au mur, se trouvait une reproduction de l'Angélus de Millet. De petite taille, cette reproduction mise sous verre et protégée dans un cadre bois était la seule représentation artistique de la maison. Elle m'impressionnait par son côté simple, rural et religieux. Toutes les pièces de la maison avaient une cheminée qui ne fonctionnait plus, puisque la cuisinière à bois, dans la cuisine, chauffait toute la maison. L'hiver, il fallait vite se mettre sous la couette pour ne pas grelotter. Gilbert avait sa chambre, et mes mères la sienne. Cette chambre fut aussi la mienne pendant plus de 11 ans. Je me souviens bien de son placard encastré dans le mur du fond. Une grande porte en bois le fermait. Ce placard et cette porte devinrent pour moi l'objet de terribles peurs. Ma mère ne fut pas longue à comprendre ma peur du noir. Dès le premier soir, je l'ai manifestée. En prévision de mon arrivée, elle avait préparé un second lit dans la chambre de Gilbert. Lorsqu'il fallut que j'aille me coucher après le repas, elle tint à m'accompagner à l'étage. Je ne sais plus pourquoi, mais exceptionnellement Gilbert n'était pas là. Lorsque je vis la chambre avec ses 2 lits, une peur panique m'envahit. J'étais tétanisé devant le petit lit si bien préparé, et sur lequel un pyjama m'attendait. Ce pyjama, je m'en souviens encore aujourd'hui. Il était en coton de couleur claire. Prostré devant le lit, je suis resté un long moment sans bouger. « Mais qu'as-tu donc, mon petit ? J'ai peur. Entre dans le lit, ça ira mieux. Pas ici, pas dans cette chambre. Mais où veux-tu dormir alors ? Avec toi. » Sur le moment, ma réponse a prise au dépourvu. Mais mon innocence a dû l'attendrir, puisqu'elle me répondit d'une voix calme et douce. « Bon, tu vas aller dans mon lit. Je laisserai la porte ouverte pour que tu m'entendes. » Nous avons rejoint sa chambre, et elle m'a dit d'une voix plus douce encore. « Maintenant, entre dans le lit. Je vais te border, et tu pourras dormir. N'aie pas peur, je vais bientôt monter me coucher, et je te rejoindrai. » De telles paroles, rassurantes, auraient pu réjouir n'importe quel enfant malheureux. Mais pas moi. Certes, le cliquetis de la machine à coudre résonnait dans toute la maison, mais à l'étage, l'obscurité était absolue. Ma mère m'avait bordé sans m'embrasser, car elle n'aimait pas les léchouilles. J'avais entendu ses pas lorsqu'elle redescendit dans la cuisine. Elle éteignit la lumière de l'escalier, et je fus plongé dans le noir. Aussitôt, une peur panique m'envahit. Cette peur s'emberlificota aux histoires de diablerie qu'Annick m'avait racontées durant une partie de l'après-midi, le temps que ma mère s'occupe de ses lapins, de ses volailles, de son cochon, des légumes à ramasser pour la soupe et enfin de sa vache. Annick était la plus grande de toute la marmaille. C'est elle qui m'avait gardé. Chère Annick, elle s'était tout de suite prise d'affection pour moi. Comme je n'arrivais pas à parler, elle crut que j'étais un pauvre handicapé, et pour meubler le temps, elle n'avait pas cessé de parler de la sorcière Mémé Léontine. Cette sorcière avait vraiment sévi dans l'ancien village où était née ma mère. Superstitieuse, comme elle l'était encore, l'ancienne paysanne avait maintes fois fait le récit à Annick de cette diablesse de Mémé Léontine qui avait trouvé un moyen efficace pour faire brûler le diable. Me parler du diable, alors que j'avais tellement peur du noir.
Tout ce que j'avais entendu, peu d'heures avant, finit par tourner en boucle dans ma tête. Quelle terrible mise en scène tout cela provoqua dans la chambre sans lumière. Dans la rue, longeant la maison, et face à elle, s'élevait un grand lampadaire. Sa lumière blafarde éclairait le trottoir et la chaussée. Le gros cerisier avait ses branches qui donnaient dans la rue. Celle-ci profitait de l'éclairage communal. Ce soir-là, le vent se mit à souffler si fort que les branches donnèrent vie à des corps flottants. Ces corps se transformèrent en ombres fantomatiques et se glissèrent par les interstices des volets. Je n'avais que 4 ans, mais ce souvenir reste gravé en moi. Pour le petit garçon totalement démuni que j'étais alors, ces fantômes venaient d'entrer dans la chambre pour me kidnapper. Afin d'échapper à leurs griffes, je me suis enfoncé sous la couette. Mais là-dessous, j'ai vite étouffé, et je fus obligé de remonter jusqu'au haut des couvertures pour reprendre mon souffle. La tête à peine sortie, je revis les fantômes. Ils étaient plus effrayants encore que la fois précédente. Ils attendaient leurs grands bras pour pouvoir mieux me saisir. Je replongeai en apnée. Ma mère arriva. « Joël, sors de là. Faut que tu te le calmes, mon petit. » Allongée près de moi, elle ajouta. « Bon, viens te coller à moi et cesse d'avoir peur comme ça. Tu vois bien que je suis là. » Je ne m'oublierai jamais cette première nuit passée à ses côtés. C'était la première fois qu'une grande personne s'occupait de moi, me rassurait, me réconfortait. Je pouvais enfin donner ma confiance à une adulte qui me protégeait. J'en avais tant besoin. À quelque temps de là, dont je ne saurais situer la période, ces angoisses nocturnes prirent d'autres allures en plein jour. Dans cette même chambre, il y avait ce fameux placard. Et dans celui-ci, non seulement les noirs étaient absolus, mais un escalier intérieur menait au grenier. Lorsque je vis pour la première fois cet escalier, je fus pris de panique. Je me suis imaginé seul là-haut, et des voix terrifiantes venaient jusqu'à moi. Je restai un long moment paralysé jusqu'à ce que ma mère m'appelle. Par la suite, même en passant devant la chambre, si je me retrouvais seul, la vue du placard de sa grande porte en bois déclenchait ces phénomènes hallucinatoires. Jusqu'à mon adolescence, je ne m'aventurais guère seul dans cette chambre en plein jour. Ma mère ne fut pas la seule à comprendre ma peur du noir. Gilbert et Annick la comprirent aussi. Le premier un peu plus peut-être que la seconde. Orphelin, confié comme moi par la DAS, Gilbert était bien plus âgé que moi et travaillait déjà. Mais nous nous voyions que lorsqu'il rentrait le soir. Ma mère s'arrangeait pour nous confier alors des corvées communes. Nous adorions nous retrouver ensemble, avec nos complicités, aller bon train. Du haut de mes 3 pommes, j'ai idéalisé ce grand dadais qui se délectait à me raconter ses histoires avec les filles. C'était sa façon à lui de me protéger, car je le ressentais vraiment, et cela me faisait tellement de bien. Je l'entends encore badigeonner ces histoires de filles, de commentaires salaces. Bien avant mes 7 ans, j'en ai appris des choses. Ma mère me disait souvent « Gilbert, c'est un peu ton grand frère. » J'en ai eu la preuve dès mon premier jour d'école. Ce soir-là, à table, je manifestais mon regret de n'avoir pas pu jouer avec des nouveaux camarades dans la cour de récréation. Ils avaient tous apporté leurs billes et leurs beaux calots, et moi je n'avais strictement rien à leur montrer. Cette situation d'infériorité me fit tellement mal que je l'évoquai lors du dîner. « Mon petit, je n'ai pas de sous à dépenser pour ça, » répliqua sèchement ma mère. Avec son calme habituel, Gilbert intervint. « T'en fais pas, t'en auras un plein sac demain matin. » Je n'en ai pas dormi de la nuit. Je me souviens du surlendemain, c'était un mercredi, et l'école fonctionnait encore ce jour-là. Dès mon arrivée dans la cour, je sortis mon sac de billes, et je les fis tomber au sol. À peine exposés, les autres s'extasièrent. Quand la cloche sonna, je les ai aussitôt rangés. Durant la création qui suivit, les autres m'intégrèrent dans leur groupe. Mes premières billes eurent une sacrée valeur, et je dois à Gilbert ma première joie d'écolier. Pour le reste, heureusement que ma mère vint en renfort, et ce renfort n'a rien à voir avec l'argent. Car, comme le disait souvent cette femme allergique à tout superflu, l'argent, mon petit, ne règle pas tout. Ce qui va suivre le confirmera. Ainsi, mon sac de billes en poche,
Je partais le matin avec l'ardent désir de retrouver les copains. L'apprentissage de la lecture ne fut pas trop compliqué pour moi. Au retour des congés de la Toussaint, je dus apprendre à écrire, et là, tout bascula. « Dis donc, mon petit Joël, tu ne dois pas utiliser ta main gauche. Regarde donc tes camarades. Ils écrivent tous à la main droite. » Les autres éclatèrent de rire. D'un, j'étais morfondu parce que je ne comprenais pas ce qui m'était reproché, et de deux, j'étais terriblement vexé d'être la risée de tous ces garçons, dont certains étaient devenus des amis grâce à mes billes. Je devins un goncher contrarié. Et en peu de temps, mon enthousiasme à venir à l'école se ternit. Bizarrement, ma vue commença à baisser, et je fus obligé de porter de grosses lunettes. Un matin, je n'y voyais presque plus rien, au point qu'en marchant sur le trottoir, je pris le poteau électrique en pleine tronche. Mes lunettes tombèrent et se cassèrent. Pour le coup, je n'y voyais plus goutte, et je ne bougeais plus. Par chance, un voisin est passé par là, et m'a reconduit chez ma mère. « Qu'est-ce qui t'arrive » J'étais tellement tétanisé que je restais muet. « Oh, mais je vais aller voir cet instituteur. » L'entretien a dû être tonique, car dès après, j'ai pu utiliser ma main gauche, et je retrouvai ma bonne vue. Bon, tu vois, Joël, comme tout s'arrange. Il te reste plus qu'à bien travailler. Nous ne savions pas tous les deux que si l'entretien musclé m'évita de devenir un gaucher contrarié, et le port de grosses lunettes, il n'arrangea guère mes affaires scolaires. Qu'importe. J'avais mon sac de billes, et 2 ans plus tard, Sophie me donna ses osselets. Avec la gentillesse qui la caractérise, elle les rechercha dernièrement dans les affaires de ma mère, qu'elle avait déménagées dans sa maison de Caen. Elle finit par les retrouver et me les apporta. En les revoyant, j'ai eu un pincement au cœur. À peine les ai-je en main, que je les fis danser, comme elle, comme au bon vieux temps. Je n'allais pas à l'école pour uniquement jouer. Il fallait bien que je travaille, et pour m'y mettre sérieusement, il m'a fallu attendre mon entrée en CM2. Il faut dire qu'au tout début de cette année scolaire-là, mes mères s'empressa de venir voir mon institutrice. Elle tenait absolument à l'informer de mes problèmes antérieurs. Cette institutrice, Madame Boudou, me marqua pour le reste de ma scolarité. Dès le premier jour, elle me plaça devant elle, au premier rang. D'être ainsi considéré m'a terriblement encouragé. Je ne devins pas le premier de la classe, mais presque. C'est bien simple. Durant tous les mois qui suivirent, je n'ai pas arrêté de ramener bons points et bonnes notes à la maison. Je te félicite, mon petit. Il y en avait une qui tirait une de ses gueules. Assise sur la table de la cuisine, dos à ma mère, Colette me montrait sa plus méchante facette. Elle venait d'entrer au CP et avait du mal avec les lettres de l'alphabet. Moi, je jubilais. Tiens, ma mère, encore 2 bons coins que je te ramène aujourd'hui. C'est bien. Allez, on va voir si tu connais bien tes tables de multiplication. Récite-moi celle de 5. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. Donne-moi les noms qui finissent par ou et qui prennent un X au pluriel. Genou, hibou. Bon, je vois que tu n'as pas oublié. Madame Boudou a raison, t'es devenu un bon élève. Je montais au ciel pour rejoindre les anges, tandis que Colette piquait du nez sur ces pages noircies de grandes lettres qu'elle n'arrivait toujours pas à déchiffrer. Enfin, avec Madame Boudou, j'eus le droit au compliment sur le regard meudisé de mes camarades. Qu'est-ce que cela me rendait fier. Mais je n'oublierai jamais les propos de ma mère en cette même année de CM2. Je rentrais de l'école, et je l'ai trouvé en grande discussion avec sa fille Louise. Tu le vois, lui, cet enfant-là? Il est aussi courageux que tous ceux de ma famille. Il me rappelle mes frères qui travaillaient dur à la ferme avant leur départ à la guerre, comme ce pauvre Louis. Ça valait mieux, et bien plus que les lichouilles. La mairie de Saint-Hilaire organisait des bourses aux vêtements dans mon école. Contrairement à ce qui s'était produit dans mon ancienne famille, avec mes mères, ce fut un régal de pouvoir choisir mes vêtements. Joël, prends ces tickets et ramène ce qui te plaît. Fier comme Artaban, je prenais le temps de choisir et je revenais avec un dressing de gala, du moins à mes yeux. Mais mère, regarde un peu ce pantalon. Oh, t'as du goût, mon petit. Et ces souliers, exactement ce qu'il fallait pour aller avec ton pantalon et ton paletot. Je pense bien, la dame qui exposait ses affaires m'a permis de tout essayer. T'es devenu quelqu'un. Par précaution, nous ne montions pas à l'étage avec mes souliers. Un matin, alors que j'avais ciré la veille ceux récupérés à la bourse aux vêtements, j'ai retrouvé ma paire
enrobée d'épluchures de patates. Lorsque Colette descendit de la chambre où elle dormait avec Gilbert, je lui ai violemment tordu le bras. Elle m'a regardé de ses yeux froids et moqueurs. J'en fus bouleversé. Je n'avais pas que peur du noir, la vue du sang, et surtout le mien, me paralysait. Je crois que ce devait être en CM1 lorsque cette scène arriva. Je rentrais donc de l'école, et ma mère était en train d'éplucher les légumes pour la soupe. « Veux-tu que je t'aide ? Tu ferais mieux de te mettre de tes devoirs. Ça me ferait tant plaisir de t'aider. » Le couteau à peine en main, la pointe de celui-ci s'enfonça dans la paume. À la vue du filet de sang qui s'écoulait lentement, j'ai blêmi. Je ne pouvais plus rien faire. C'était l'heure où les parents venaient récupérer leur progéniture. Les enfants étaient tous prêts à partir. Ils attendaient assis. Ils me regardèrent tous avec des grands yeux, et l'effet groupe décupla leur entendement. Ils se sont mis à se faire du coude et à sourire en cascade avec des airs stupides. Leur réaction accentua ma panique. « Bon, ça suffit. Avant que vos parents arrivent, je m'en vais chercher la cimelette. » La menace les calma aussitôt. Ce soir-là, dans le lit, j'eus le droit à une formidable leçon de bravoure. « Écoute, mon petit Joël, va falloir sérieusement calmer tes peurs. Tu vas finir par devenir comme l'amant de Colette avec ses tocs. » Cette menace suffisait pour une prise de conscience rapide, dont les effets se prolongèrent tant je fus avec ma mère. « Chère maman de cœur, comme tu m'as bien protégé. » Je devins un peu plus rebelle. Cette nounou spéciale allait peu à l'église. J'ai pas le temps. Puisqu'elle n'y allait pas, pourquoi y serais-je allé ? C'était encore l'époque où le catéchisme était obligatoire. Le curé de la paroisse vient jusqu'à la maison pour nous le rappeler. Ce serait bien que le petit Joël devienne enfant de cœur. Tu verras, ça facilitera ton travail pour le catéchisme. Les encouragements de ma mère ne m'ont pas convaincu, d'autant plus que le comportement mielleux du curé m'agaçait. Je ne trouvais aucun sens à ce qu'il nous demandait de faire avant, pendant et après la messe. Allumer les cierges sur l'autel, préparer ses vêtements liturgiques, ranger les encensoirs dans l'armoire de la sacristie. Ce fut pire encore lorsqu'il lui vient l'idée de me faire chanter seul devant la messe. « Mais mère, je ne veux pas chanter devant tout le monde. Tu vas voir, tu vas y arriver. » Je ne l'ai pas cru, et j'ai fini par déserter la sacristie. C'était tellement mieux d'aller jouer au foot avec mes camarades. Gilbert et moi rangions la cuisine, et ma mère finissait sa vaisselle au-dessus de l'évier. « Tiens, Joël, apporte-moi ton calepin de présence à l'église. » Mon sang ne fit qu'un tour. Gilbert me fixa de son regard compatissant et me fit un petit signe de la main. L'absence de croix sous le fameux carnet déclencha une des colères noires de cette femme volcan. Elle m'asséna une gifle aller-retour dont j'ai regardé la trace sur mes genoux en allant me coucher. Ce fut la plus belle volée de ma vie. Faut pas me mentir, Joël. Pardon, ma mère. Bon, je m'en vais aller voir le curé pour lui dire que tu n'as plus envie d'aller là-bas. Merci, ma mère. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ne me mens plus. Je n'avais pas 8 ans. J'ai compris ce jour-là que le mensonge a toujours son retour de manivelle. Je n'ai plus menti. À quelques kilomètres de la maison coulait un petit ruisseau. Dans cet endroit ombragé et charmant, nous pique-niquions par beau temps, les jours où il n'y avait pas d'école, et parfois aussi le dimanche. Nous apportions des paniers d'osier remplis de victuailles, et nous régalions tout en lançant à tour de rôle des pierres dans l'eau. C'était à celui qui ferait le plus de ricochets entre Gilbert, Patricia et moi. Ma mère était heureuse de de voir notre trio respirer la bonne entente éphémère. Qu'importe, nous devinions tous les trois, malgré nos âges précoces, pour Colette et moi, combien cela était important pour notre nourrice. Lorsqu'elle percevait notre entente, cela la rendait heureuse, et nous aimions la voir ainsi. C'était un des rares moments où elle se détendait sans regret. Être là, et vous à mes côtés, je ne demande rien d'autre de plus pour être bien. Elle avait raison. On va parfois chercher le bonheur à des milliers de kilomètres, et il est là, lové dans un écrin de nature. Il suffit juste de savoir soulever le couvercle. Ma mère savait faire ça. Comme cette nourrice m'adorait, elle s'arrangea pour que tous les membres de sa famille, élargie à ses gendres et petits-enfants, m'aimassent aussi. Sophie, sa première petite fille, m'a vite adopté tel un frère. Puis, peu à peu, tous me chérirent. Cette intégration me valut de grands moments de bonheur et de merveilleux souvenirs. Chaque été, tante Louise et tonton Marcel m'invitaient à venir passer une dizaine de jours
dans leur maison face à la mer, à Cabourg en Normandie. La maman de Sophie invitait aussi son neveu Francis, le fils de sa sœur Michel. Francis et moi adorions nous retrouver, car nous nous rendions ensemble sur la grande plage au sable blond. À marée haute, c'était à celui qui franchirait le plus de rouleaux d'écume, et à marée basse, nous construisions d'éphémères châteaux de sable. Nous crayions, lui et moi, la sévérité de tante Louise. Avec elle, fallait pas faire de mariole. Nous devions respecter à la lettre les règles de vie établies par le couple. C'est pas toujours drôle avec ma tante. Oui. Mais ma mère m'a dit, tout ce qu'on apprend ici nous servira beaucoup plus tard. Si c'est grand-mère qui le dit. À Cabourg, j'avais pris l'art de bien me tenir à table. Le matin, par exemple, même si nous avions prévu d'aller sur la plage ensuite, au moment du petit déjeuner, nous devions nous présenter impeccablement habillés et d'une propreté absolue sur tout le corps. Tante Louise inspectait souvent l'état de mes ongles, que Sophie me coupait régulièrement. À table, il fallait se tenir raide sur sa chaise, tel un piquet. Si la cousine de Francis se tenait bien à table naturellement, c'était en raison d'une habitude prise dès son plus jeune âge. Pour moi, l'utilisation quasi mondaine de chaque couvert fut un rude apprentissage. Je ne devais jamais mettre mes doigts sur un quelconque aliment, et surtout ne jamais prendre la parole intempestivement. Si le repas s'éternisait, il était hors de question de me lever de table, sauf à y être autorisé. Au tout début, j'ai eu maille à partir avec les aliments qui tombaient de ma fourchette, et j'ai même cru ne jamais y arriver tant il me fallait faire preuve de dextérité. Quand, après maint échec et réprimande à l'appui, j'ai su enrouler mes spaghettis autour de la fourchette avec ma main droite, tandis que ma main gauche tenait la cuillère sur laquelle les dents de la fourchette étaient posées, tante Louise s'estalia. « Eh bien, tu vois, à force de patience, tu y es arrivé. » Certes, mais que d'efforts pour y parvenir. Quoique, avec le recul, je ne le regrette pas. Durant ces beaux séjours balnéaires, j'ai perfectionné mon savoir me tenir en société. Ce savoir-vivre me fut utile pour m'insérer dans la vie active. De plus, un jeune homme bien élevé se fait vite remarquer par les jeunes filles. Que le temps passe vite, le temps de ma communion approchait. Grâce à une multitude de relations, ma mère dégota une femme diacre qui faisait le catéchisme à plein d'enfants. Pour moi, ce fut parfait. Par pure coïncidence, cette diaconesse s'appelait Marie, et mieux encore, elle enseignait avec intelligence les principes de la foi chrétienne. Au bout de quelques leçons, je réussis même à faire la différence entre les croyances superstitieuses de ma mère et la morale du Nouveau Testament. Je revenais plutôt content et satisfait. Alors, c'était bien aujourd'hui ? On devrait tous être comme Jésus. Lui, il aimait tout le monde, sans ne jamais critiquer personne. Cette réponse, ma mère n'a pas cessé de la ressortir dès que nous étions réunis en famille pour les fêtes. Mon catéchisme avalé, il fallait que je retrouve l'ancien curé pour les 3 jours de la retraite. Nos retrouvailles furent tendues, mais l'endroit que j'ai découvert grâce à lui me plut. Cela atténua mon appréhension de le revoir. Avec une centaine de jeunes de mon âge, nous séjournâmes au cloître de l'abbaye Blanche à Mortain. Ce lieu de recueillement est tout simplement magnifique. Adulte, je revins le visiter souvent. Le grand jour arriva, et paraît-il, j'étais très beau. Tu m'as fait honneur avec ta belle eau blanche et ton cierge allumé. Cette aube, mes mères me l'avaient faite sur mesure.